Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci infiniment à Zine Taibi et tout le conseil municipal, messieurs, dames, les élus, les maires adjoints, les maires adjointes de Stein. Aujourd'hui, c'est une journée extrêmement spéciale, extrêmement chargée en émotions. Pour moi, bien entendu, parce que c'est l'histoire de ma vie, le coup d'État au Chili. Mais je réalise, avec le temps qui passe, que le 11 septembre 1973 n'est pas seulement un événement chilien, c'est un événement international et c'est un événement français. C'est très évident que lorsque le coup d'État du 11 septembre 1973 est arrivé, ça a accueilli dans une forme d'effroi tous les militants de gauche en France. Parce que c'était la première fois qu'en Amérique du Sud, et même dans le monde, un président socialiste arrivait au pouvoir par les urnes, démocratiquement. Parce que dans le modèle d'accession au pouvoir qui existait en Amérique latine, on avait Cuba. Et Cuba, c'est une guérilla. On a pris le pouvoir par les armes. Et au Chili, la victoire électorale du 4 septembre 1970 de Salvador Allende a été quelque chose qui a vraiment eu une portée très forte pour tous les militants de tous les partis du mouvement ouvrier dans le monde entier. Et tu le disais, Asdine, ce gouvernement qui s'appelait l'Unité populaire, la Unidad Popular, était vraiment un gouvernement du peuple. Et ce qui était fait, c'était de s'assurer qu'il y ait une école publique de meilleure qualité, qu'il y ait une réforme agraire où les personnes qui cultivent la terre puissent en avoir le contrôle démocratique. Et ce n'était pas simple, parce que dans le système électoral chilien, c'est une élection présidentielle à un tour à l'époque, et Salvador Allende est élu à peu près avec un peu plus de 30% des voix. De sorte qu'il reste quand même un gros paquet dans l'opposition. Et il y avait un gros doute sur le comportement qu'allait avoir la démocratie chrétienne, qui était ce parti un peu du milieu. Et en fait, le soutien populaire n'a fait que croître à partir de septembre 70 pour l'unité populaire. Mais à un moment donné, la réaction, avec l'aide des États-Unis, parce qu'il faut comprendre qu'en Amérique du Sud, on est directement dans la zone d'influence de Washington. Et évidemment, ça ne leur allait pas du tout qu'il puisse y avoir un gouvernement démocratique socialiste. Donc, ils sont intervenus avec de l'argent, avec des organisations. Et en 1972, il y a eu une grève des camionneurs qui a paralysé totalement le pays. Il faut voir que le Chili, géographiquement, comment c'est ? C'est une bande de terre de 200 km de large et de 2000 km de long. À l'ouest, il y a l'océan Pacifique et à l'est, il y a la cordillère des Andes qui culmine à plus de 7000 mètres au niveau de Santiago. Donc, quand on bloque les autoroutes, quand on bloque les routes nationales au Chili, on bloque tout. La production industrielle ne peut plus circuler. L'alimentation ne peut pas circuler. Et donc, à ce moment-là, Salvador Allende, qui avait le soutien du peuple, a dit, écoutez les amis, il faut qu'on s'organise, puisque les patrons font des lock-out, ils font des grèves patronales, il faut gérer les usines sans les patrons. Et le combat a été rude, était vraiment rude. Salvador Allende, parmi les mesures les plus importantes qu'il prend en son élection, il y a la nationalisation du cuivre. Parce que les ressources naturelles étaient totalement données en concession à des entreprises étrangères, et notamment nord-américaines. Il nationalise le cuivre. Et donc, il y a ce grand affrontement où finalement le peuple prend le pouvoir des usines aussi et forme dans les villes des cordons industriels où il y a des soutiens d'une entreprise à l'autre, d'un syndicat à l'autre. Et aussi dans les communes, les gens s'organisent pour c'est des commandements communaux. Le peuple prend le pouvoir. C'est un mouvement où non seulement l'élection du président est démocratique, mais tout le projet lui-même de transformation de la société est profondément éthique dans le sens où il est basé sur la démocratie, sur le pouvoir populaire. Rendu fin 73, finalement, alors dans cet affrontement, c'est le peuple qui gagne. Parce que finalement, les patrons voient qu'il n'y a pas besoin de patrons pour faire tourner les usines. Donc les usines continuent de fonctionner.
Voilà, c'est difficile. Hein. Les commerçants cachent les marchandises. Les jeunes, notamment, doivent faire des tournées pour aller voir qui cache les marchandises, le lait, les œufs, la farine, et s'assurer qu'ensuite il puisse y avoir une distribution. Par exemple, moi, mes parents, dans ces années-là, ils ont 18, 19 ans, et leur tâche militante à Valparaíso, qui est la ville où je suis née, c'est ça, par exemple, c'est d'aller retrouver les marchandises cachées par les commerçants et ensuite les distribuer dans ce qu'on appelait les Juntas de Abastecimiento y Precios. Donc, c'était des associations de quartier pour distribuer les aliments aux gens. À ce moment-là, évidemment, les Américains, l'oligarchie chilienne, elle est au dur d'un affrontement. C'est-à-dire qu'elle comprend que, en gros, soit ils arrivent à retourner l'armée, qui avait une tradition chilienne de respect des autorités, des respects démocratiques de la part de l'armée, bon, ou alors vraiment ils vont perdre totalement. Et le modèle économique, non seulement va être contraire au modèle économique capitaliste défendu par les Américains, mais en plus va faire tache d'huile dans le monde entier. Les Américains prennent la décision de financer et d'organiser le coup d'État, intervention militaire. Et ça va avoir lieu donc le 11 septembre 1973, où l'armée donne un ultimatum au président Salvador Allende et puis il lui dit qu'il faut démissionner. Et Salvador Allende dit je ne démissionnerai pas. Je ne démissionnerai pas. J'ai un mandat du peuple. J'ai un programme à mettre en œuvre qui est le programme de l'unité populaire. Ces hommes, ces femmes, ces travailleurs, ces jeunes, ces étudiants m'ont donné un mandat. Je ne démissionnerai pas. Et les militaires lui proposent un hélicoptère pour partir en Argentine pour sauver sa vie. Et finalement, un coup de fil là, lui le prévient que dans 3 minutes, le palais présidentiel va être bombardé. Là, il fait partir ses plus proches, les derniers qui n'ont pas quitté le palais présidentiel. Il retourne dans un bureau, il prend une mitraillette, qui est une mitraillette d'ailleurs qui lui avait été donnée en cadeau, paraît-il, par Fidel Castro, lors d'une visite au Chili, et il se suicide. Et cet homme-là, Salvador Allende, aujourd'hui, c'est mon père qui me disait ça, il est actuellement en France. En réalité, nous ne sommes pas aujourd'hui dans une journée où on regrette une absence. Nous sommes dans une journée où nous glorifions une présence. La présence dans nos cœurs, la présence dans nos esprits de Salvador Allende. Depuis 50 ans, Salvador Allende est avec nous et nous donne un tas de renseignements sur la façon d'être au monde lorsqu'on veut être avec le peuple pour construire un avenir meilleur. La détestation et le refus total de la violence, le refus des abus et l'éthique de la démocratie, l'amour du peuple, la souveraineté du peuple, les arts aussi, la culture, l'éducation. Et c'est pour ça aussi, Asdine, que j'ai choisi de passer ce moment aujourd'hui avec toi et ton équipe et les habitants de Stein aujourd'hui. Je devais aller à Paris. Il y a actuellement à Paris un événement Place Salvador Allende. Et j'ai choisi d'être avec vous parce que je trouve que, d'abord, le choix de faire ce mur, d'essayer de transmettre quelque chose par l'art, il me semble que c'est quelque chose qui est exactement dans l'esprit de ce qu'est le combat d'émancipation des Latino-Américains en général et des Chiliens en particulier. La campagne électorale pour Salvador Allende était menée en musique. Il y avait 2 groupes de jeunes qui étaient très connus, un qui s'appelait Inti Illimani et l'autre qui s'appelait Quilapayún. Et les Quilapayún, d'ailleurs, sont venus émigrer, exilés en France. Ils ont chanté à Stein il y a très très longtemps. Ils ont chanté à Stein, me dit Asdine. Dans les années 80. Et il y avait un disque qui s'appelait le disque du programme, où il y avait une chanson sur la réforme agraire, une chanson sur la politique internationale, et puis des chansons de victoire, une chanson qui s'appelle Venceremos, de Inti Illimani, qui est très connue, et un autre qui a un slogan absolument immémorial, qui est El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Hein, on l'a chanté dans toutes les manifs. Ah là, pendant le conflit des retraites, on a chanté
El pueblo unido jamás será vencido. Donc, pour moi, c'est important de commémorer cette journée en Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis et pas dans le 7e arrondissement. Parce que ça n'a pas exactement la même teinte. Ça n'a pas exactement la même teinte. Voilà, donc je vous remercie, les Stanoises, les Stanois. Merci, Azine Taibi, maire de Stein. Merci toute l'équipe, merci les artistes. Merci de permettre aussi aux habitantes et aux habitants de se souvenir. Parce que même si la mémoire de Salvador Allende, de l'unité populaire, est vive chez nous, et notamment chez les personnes qui ont accueilli, qui ont reçu les Chiliens. Parce que quand vous étiez au collège, vous étiez au lycée, il y a un petit Chilien, une petite Chilienne qui est arrivé dans votre classe. C'était des milliers qui sont arrivés en France et qui ont été bien accueillis. Bien accueillis. On a pris racine d'ailleurs, et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2 députés chiliens nés au Chili, exilés, qui sommes à l'Assemblée nationale. Dans le groupe Insoumis, c'est Rodrigo Arenas et moi-même. Rodrigo et moi, nous sommes nés dans le même hôpital, à 1 jour d'intervalle, juste après le coup d'État. Parce que ma mère a été emprisonnée en septembre 1973, enceinte de moi. Et on a survécu. Elle a été libérée de prison, on a survécu. Je suis née en avril 1974 et ensuite on est parti dans l'exil, d'abord au Canada et ensuite en France. Donc pour moi c'est une journée importante, mais elle n'a de sens que si on partage, et elle n'a de sens que si les passantes et les passants sont, voilà, à un moment donné captivés et se disent, au fait, pourquoi il y a des rues Salvador Allende, au fait? Pourquoi la maison de retraite s'appelle Salvador Allende? Parce que des fois, il y en a qui me disent, mais ah oui, le Chili, il y a Pinochet, mais ils ne savent plus, c'est le bon, lequel est le bon, lequel est le méchant. C'est quel le bon, c'est quel le méchant? Alors, bon, ça m'énerve un peu, mais je me dis, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on fasse ce travail de transmission par l'art. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. C'est dans son discours, dans ses dernières paroles. Salvador Allende, quand il sait que c'est la fin, il va parler, il va utiliser une transmission radio qui est la seule sur laquelle il a encore la possibilité de s'exprimer. Il va faire un discours qui dit qu'il a la foi dans le peuple chilien, que d'autres hommes finiront par ouvrir ces grandes avenues où passe l'homme libre pour construire un avenir meilleur. Et que c'est donc le peuple qui font l'histoire, que l'histoire est à nous. Et que lui, bon, il a été placé dans une croisée des chemins et qu'il ne regrette rien. Et que c'est d'autres hommes, d'autres femmes, donc nous, qui reprenons ce flambeau. Voilà, merci. Merci à toutes et tous. Merci.